Le comité pour la transition et la restauration des institutions au Gabon annonce la mise en place d'une transition qui respecte la volonté de tous les Gabonais et appelle la communauté internationale, les organisations régionales à soutenir leur démarche qu'il qualifie de légitime. C'est un communiqué du comité qui arrive au moment où le président déchu Ali Bongo Ondimba, dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, appelle à faire du bruit pour une sortie de crise. Vous l'avez compris, l'actualité africaine est marquée par ce coup d'État au Gabon. Et le panel est déjà bien constitué. Je commence par le docteur Louison Essomba. C'est un universitaire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali Piéjou, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer aussi en Hongrie les autres co-panélistes avec lesquels nous allons sur cette situation hautement, j'allais dire, sensible, alimenter la lanterne de nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Recevez les félicitations du débrief de l'actualité parce que vous êtes toujours disponible à venir partager ce moment avec nous. C'est notre devoir. La haute hiérarchie note. Un peu comme le président Anissé Ekane également qui répond chaque fois à notre invitation. Président du Malidem, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, même si elle est tardive. Non, pourquoi? Pourquoi? Il faut toujours un début à tout. Oui, d'accord. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de Canada International. J'ai compris que cette actualité vous touche personnellement. Le communiqué du Malidem par rapport à ce coup d'État, la position, c'est déjà quoi? Oui, de toutes les manières, tout ce qui touche à l'Afrique nous concerne. C'est un mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Donc nous sommes certainement préoccupés par ce qui se passe au Gabon, comme ça a été le cas pour le Niger, le Mali, la Guinée, etc. D'autant plus que, on va le voir tout à l'heure, les situations dans ces pays ne sont pas totalement différentes de celles que nous vivons dans notre propre pays. D'accord. Par rapport à l'influence sur la France-Afrique, etc. D'accord, c'est un discours particulier qui vient de vous. Dr Amel Sango, politologue internationaliste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Lille et bonsoir à mes co-panélistes. Je vais saluer particulièrement le grand frère Dr Louison Essomba, que j'ai le plaisir de retrouver encore sur ce plateau, sans toutefois oublier le doyen, le combattant UPCiste de ma gauche, que j'ai également le plaisir d'être à ses côtés ce soir. Je vais également transmettre mes salutations les plus cordiales et les plus conviviales à toute la galaxie panafricaniste, parce que je suis aussi panafricaniste, mais aussi et surtout vos milliards de téléspectateurs et téléauditeurs qui prennent souvent le temps pour suivre les modestes analyses que nous faisons ici chaque soir. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là pour essayer d'apporter, comme d'habitude, une esquisse réponsionnelle à la problématique que vous avez déposé de mettre sur la table. Merci d'être venu. La thématique donc c'est le Gabon, les militaires au pouvoir depuis très tôt ce matin. Docteur Louison Essomba, votre première réaction quand vous avez vu les militaires à la télévision d'État au Gabon, vous êtes dit quoi en tant qu'universitaire? Oui, en tant qu'universitaire, je me suis rendu compte, un peu comme le disait Nicolas Machiavel, que le moyen le plus sûr aujourd'hui d'acquérir le pouvoir et de le conserver, c'est le coup d'État. Et vous voyez donc qu'en Afrique, depuis 2000, il y a pratiquement une résurgence des coups d'État. Qu'est-ce qui peut justifier cela? On va par exemple avancer le fait qu'il y a un verrouillage démocratique et politique, il y a un verrouillage institutionnel, il y a des crises qui ne trouvent pas des issues. Et à partir de là, on se rend bien compte que le coup d'État devient un peu comme la solution pour justement remettre la balle au centre, au cœur des sociétés. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe au Gabon. Quand j'ai listé, j'ai catégorisé les différents coups d'État qui ont déjà été commis en Afrique depuis 1952, qui se sont arrêtés en 90 et qui ont repris de plus belle en 2000. Vous vous rendez compte qu'il y a un problème aujourd'hui en Afrique. C'est comme si, comme quelqu'un le disait, l'Afrique est désormais le continent déconcertant et le continent où, de manière perpétuelle, il peut y arriver des incertitudes, c'est-à-dire que des incertitudes et des différentes crises qui planent aujourd'hui au niveau des États africains. Et vous allez convenir avec moi que le coup d'État, c'est, si vous voulez,
un acte prémédité, spontané, rapide, qui est perpétré par un corps constitué, généralement qu'on appelle l'armée, parce que quand c'est fait par le peuple, on parle d'un coup d'État civil. Mais quand l'objet c'est fait par un corps constitué, on parle d'un coup d'État militaire. Et généralement, le coup d'État, qu'est-ce que cela fait? Cela remet en cause l'ordre constitutionnel, et généralement, les putschistes qui ont perpétré l'acte, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils promettent soit d'exercer le pouvoir pendant un certain temps, de manière provisoire, soit alors de manière pérenne. D'accord. Président Anissé Kane, on a vu que ce coup d'État intervient après l'annonce officielle des résultats de la présidentielle qui montrait que Ali Bongo Ondimba avait remporté ce scrutin-là. Et immédiatement après, la victoire n'était que de courte durée. Est-ce qu'il y avait des ingrédients déjà possibles pour nous conduire à cela? Oui, bon... D'après les informations qui nous parvenaient du Gabon, la marge de manœuvre électorale d'Ali Bongo était mince. Donc les résultats électoraux ne traduisaient pas ce fait-là. Qu'il a eu 64% des suffrages nous paraît assez excessif. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis persuadé que c'est un ajustement politique que la France néocolonialiste opère au Gabon. Après ses déboires, pour ne pas dire plus, en Afrique de l'Ouest, je pense qu'elle a pris sur elle maintenant d'anticiper sur les événements. Et au lieu de tout perdre en termes d'influence, comme ça semble être le cas en Afrique de l'Ouest, je crois qu'elle a senti qu'une acceptation de la victoire contestable et contestée d'Ali Bongo pourrait amener une surenchère contre la France néocolonialiste, et elle a donc fait un coup d'État de palais, parce que non seulement la personnalité à la tête de cette jeune militaire, Oligui. Et la manière dont s'est déroulée cette prise de pouvoir par les militaires montre bien que il y avait anguille sous roche. Les informations en provenance du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, montre bien qu'il y a une certaine... La France condamne le coup d'État et précise que la France suit de très près l'évolution de l'actualité dans le pays. Du bout des lèvres, un responsable officieux de cette France néocolonialiste a dit que, à la différence du coup d'État au Niger, c'est un coup d'État populaire, dans la mesure où, d'après lui, c'est les Gabonais qui ne voulaient plus de cette dynastie. Oui, la France a d'une certaine manière tenté de voler la victoire en réalité du peuple gabonais, mais néanmoins ce serait une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire elle va retomber sur la France, parce que vous savez, les événements vont si vite que les engagements que pourrait prendre la junte militaire au Gabon vont l'amener à être dans le sillage de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, ce coup d'État est un peu une conséquence, même si elle est indirecte, du tsunami anti-néocolonialiste qui monte en Afrique de l'Ouest. Et je l'ai dit il n'y a pas longtemps, dimanche, une autre chose, en disant que elle va aborder certainement les rives de l'Afrique centrale. Bon, pour le moment, un peu comme le débat qui est actuellement sur les réseaux sociaux. Au Gabon, oui. Bon, l'association de comparaison n'a pas raison. Le Gabon, le Cameroun, c'est pas le Gabon. Mais on a une plage contiguë avec le Gabon. D'accord. Si le tsunami vient d'Afrique de l'Ouest et qui monte vers l'Afrique centrale, ces situations nous parlent sérieusement. D'accord, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, Dr Amel Songo, on a constaté justement cette population en liesse dans les rues depuis ce matin. La police, les militaires également étaient dans les rues pour exhorter les populations de ne pas casser les édifices, de manifester en toute sainteté.
Vous avez compris toute l'ambiance autour parce que c'est le même cliché que le Niger. Oui, je pense que c'est un indicateur important qui montre à suffisance que le Gabon avait une soif de l'alternance, qui montre en réalité que le Gabon aujourd'hui réunissait tous les ingrédients pour qu'il y ait alternance, tant du point de vue interne que du point de vue international. Du point de vue interne, il faut dire qu'en politique, il y a certaines erreurs qu'on ne commet pas en politique. Ali Bongo a eu à commettre 2 erreurs sur le plan interne. La première erreur, c'est quoi? C'est qu'il a très mal fraudé ces élections. Parce que ces élections-ci ont été très mal gérées. À partir du moment où il a instauré des actions, des rigidités fortes pour contrôler ces élections, ça a été un problème. On ne peut pas expliquer aujourd'hui que parce qu'on veut justifier l'organisation des élections, qu'on instaure un couvre-feu, et qu'on suspende les médias, et qu'on interdise les observateurs internationaux et qu'on coupe Internet. Si le gouvernement gabonais pouvait justifier ces mesures-là par des soucis de préservation des fausses informations et la sécurité à l'intérieur du Gabon, il faut dire que du point de vue de la réelle politique, les enjeux étaient ailleurs. Le citoyen lambda ne devait pas faire les efforts pour comprendre que ces mécanismes-là visaient tout simplement à garder le contrôle des élections à l'effet de faire ce qu'il a eu à faire. Donc, ce premier élément était un élément que le peuple gabonais ne pouvait pas supporter. Deuxième élément majeur que Ali Bongo aurait commis, c'est qu'il faut dire qu'aujourd'hui, le fait que Ali Bongo et son gouvernement aient forcé la légalisation de l'homosexuel au Gabon est un élément de l'homosexualité au Gabon est un élément que la population n'acceptait pas et qu'elle attendait un moment important pour sanctionner Ali Bongo. Maintenant, il faut également mettre en exergue l'illusion de la monarchisation du Gabon qui passe, n'est-ce pas ici, qui a du mal à être acceptée dans la conscience des Gabonais. Il faut rappeler du point de vue historique que le Gabon, c'est quand même près de 5 décennies sous le joug de la gestion familiale. Parce que si on met en exergue ou alors qu'on met de côté le passage éclair de Léomba qui a géré ce pays-là au sortir des indépendances, le Gabon a été géré jusqu'ici par une même famille. 55 Donc ans. cet argument de la longévité au pouvoir aujourd'hui est un problème qui n'arrive plus à être supporté par la population. Maintenant, il faut également mettre en adéquation ces dynamiques centripèdes et en relation avec les dynamiques centrifuges. Pour dire que les causes internes étaient aussi catalysées par les causes internationales. Au niveau international, il faut dire que Ali Bongo, qui est arrivé à la tête du Gabon par un système qui est aujourd'hui confronté, n'est-ce pas ici, à la lutte de la population qui a du mal à passer aujourd'hui, a été lâché en quelque sorte sur le plan international à travers les 2 actions qu'il a eu à poser. Vous savez que Ali Bongo s'est rapproché, n'est-ce pas, du Commonwealth. Il est entré au Commonwealth et il s'est rapproché progressivement des BRICS qui constituent aujourd'hui le nouveau acteur sur la scène internationale. Donc cette façon de faire n'a pas du tout plu à son allié traditionnel qui est la France, qui n'arrivait plus à voir à Ali Bongo quelqu'un qui pouvait servir son rôle dans cette sous-région d'Afrique centrale. Bien évidemment, il ne faut pas également oublier l'handicap physique d'Ali Bongo. Victime d'AVC. Oui, victime d'AVC. On ne souhaite pas la maladie, c'est quelque chose qui arrive naturel, mais cette façon de faire-là n'arrivait plus à être supportée par la population parce que la population n'arrivait plus à supporter Ali Bongo aller dans les sommets internationaux avec des béquilles, s'écroulant par-ci, par-là, ça ternissait l'image du Gabon. Et les populations gabonaises n'attendaient donc cette occasion, ce rendez-vous électoral pour sanctionner démocratiquement Ali Bongo, qui a cette fois-ci été confronté à une opposition tellement structurée. Vous faites bien de parler d'opposition, on parle de la France, Dr Luison Essomba. Est-ce que ce n'est pas aussi la position du candidat de l'alternance 2023 qui a quand même aussi fait basculer les choses parce qu'il a demandé à Ali Bongo Ondimba de l'appeler pour lui adresser ses félicitations, Albert Ondo Ossa, et il a marché dans les rues pour dire je suis le vainqueur, il a reçu des félicitations de la population. Est-ce que ce n'est pas aussi ça un élément déclencheur de la suite des événements au Gabon?
Vous savez, le problème que l'on vit aujourd'hui au Gabon, surtout la situation des partis de l'opposition est sensiblement la même qu'au Cameroun. Vous savez, au Gabon comme au Cameroun, les partis politiques de l'opposition n'ont pas un statut juridique. C'est-à-dire que le leader de l'opposition ait droit au protocole, il a droit aux informations, il peut mettre en place une commission d'enquête. Ce n'est pas possible. Pourtant, ce projet-là avait été prévu dans la tripartite en 91, mais qui malheureusement a connu une fin funeste en 1995, lorsqu'il fallait formaliser le projet constitutionnel. Alors, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est que, pour ma part, je pense que le président Ali Bongo a été surpris par la stratégie de fin des partis de l'opposition. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à l'annonce de la tenue des élections, on s'est bien rendu, surtout des élections présidentielles, on s'est bien rendu compte que l'opposition ne disait mot. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réunion stratégique pour dire Voici la ce qui va se passer. de ficeler un candidat unique. Mais c'est le jeudi soir que finalement, la majorité des leaders de l'opposition se sont alliés au professeur Ondo Ossa, Albert, qui finalement, comme lui-même il a dit, ont donc trouvé cette stratégie-là pour renverser démocratiquement Ali Bongo. Et vous vous rendez compte que lorsque nous avons parcouru un certain nombre de bureaux de vote, que ce soit à l'étranger et même à l'interne, on s'est bien rendu compte que de manière aussi, disons, il y a eu un fossé abyssal. C'est-à-dire qu'au profit, justement, de Ondo Ossa, et on s'est bien rendu compte qu'à partir de là, la stratégie que le Conseil gabonais des élections a utilisée pour venir proclamer les résultats à 3 heures du matin, peut, à mon sens, traduire tout ce qu'il y avait comme entourloupe autour de cette élection. Et j'ai aimé la sortie de l'armée. L'armée, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, nous prenons le pouvoir parce qu'il y a eu des élections tronquées, il y a eu faute, et nous prenons également le pouvoir parce qu'il faut restaurer la paix. Parce qu'on s'est bien rendu compte que si on allait à laisser que le Conseil du Gabonais des élections proclame les résultats et confirmé par la Cour constitutionnelle gabonaise, je suis certain qu'avec l'annonce qu'avait déjà fait Ondo Ossa, le professeur, cela devait rentrer dans une déflagration sociale, une crise qu'on ne devait plus... Surtout que la CGE a rédigé un courrier à l'intention de la famille Bongo, présentant des chiffres qui n'étaient pas en faveur d'Ali Bongo, en attendant justement la conduite à tenir. Écoutez, vous savez, lorsque vous avez les acteurs du jeu démocratique qui sont marqués par la partialité, certainement vous allez subir ce qu'on est en train de subir, tout simplement parce que si l'arbitre du jeu démocratique prend un penchant, ce qui est évident, c'est que quel que soit le résultat qui va sortir, il donnera raison à celui qui est le plus fort à l'instant. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est simplement que le Gabon a démocratiquement avancé sur un point, vous savez, et c'est même ça qui a battu Ali Bongo, le bulletin unique, parce que même lorsque on a fait l'objet, justement, on a trouvé dans certaines villes du Gabon qu'il y a des listes qui n'existaient pas, on s'est rendu compte que c'était toujours une stratégie. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire aujourd'hui que les Gabonais avaient soif, pas forcément d'une transition, mais peut-être davantage d'une alternance politique. De tourner la page à 55 années de règne d'une famille, et immédiatement après, on a parlé des arrestations. Le fils de Ali Bongo a été arrêté et d'autres personnes proches collaborateurs également arrêtés. C'est le même schéma, finalement. Avec un comité de transition qui est annoncé pour restaurer. L'arrestation du fils de Bongo, c'est les épiphénomènes. Vous savez, c'est ce que le peuple gabonais a enduré depuis des années, ça n'a aucune commune mesure avec un petit emprisonnement du fils de Bongo ou bien de Bongo lui-même. Directeur de cabinet, cabinet adjoint, conseiller, numéro 1, numéro 2 du parti, le PDG. C'est vraiment le minimum qu'il mérite. Président de l'Assemblée nationale, etc. Alors, je voudrais dire que il ne faut pas se faire d'illusions. Ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence de la mobilisation des Gabonais. Ce sont les Gabonais qui se sont mobilisés parce que dans le désarroi et ne voulant plus
de cet exécutif, de ce régime anti-populaire, c'est la mobilisation des Gabonais qui a poussé la junte militaire, je veux dire, je le redis, plus ou moins favorisée par la puissance néocoloniale, à prendre le pouvoir pour éviter une débâcle plus importante. C'est vrai que ça aurait pu entraîner des situations sécuritaires difficiles. Très difficile. C'est vrai, mais... Là, pour le moment, il n'y a véritablement pas de décès. Ce que vous savez, dans d'autres situations, on a marché sur des cadavres pour imposer un résultat. Ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est qu'il y a une contestation continentale de la France-Afrique et de l'emprise néocolonialiste. Un basculement de l'ordre du monde pour ce qui est de l'Afrique. Absolument. Et puis un changement du rapport de force dans notre continent. Donc si ce n'était pas le cas, mais la France a déjà, avec certains régimes, marché sur des cadavres pour imposer un dictateur. Donc il faut mettre ça à l'actif de la mobilisation, de la détermination et du courage du peuple gabonais. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est de la clarification sur le programme de cette junte militaire. C'est vrai, ils ont fait un communiqué pour dire qu'il y a le comité de transition qui est là, qui va travailler pour l'intérêt des Gabonais. C'est trop vague, c'est trop vague. Je pense qu'il faut qu'ils précisent la vision du nouveau Gabon qu'ils veulent instaurer pendant la période de transition en attendant les nouvelles élections civiles. Je crois que c'est important. Il ne faut pas rester dans le flou. Vous voyez bien la différence de la junte militaire au Niger qui, dès le départ, a donné une vision claire, des objectifs clairs par rapport à comment ils veulent gérer le nouveau Niger. Aujourd'hui, en ce qui concerne la junte au Gabon, on est encore dans le clair-obscur. Il vaut mieux être prudent, d'autant plus que, pour nous, c'est évident. Il y a anguille sur roche, il y a une révolution, il y a un coup Vous d'État êtes un peu du genre, on parle, c'est une organisation en interne d'un jeu qui pourrait s'achever d'un moment à un autre. C'est une anticipation sur une débâcle plus importante du candidat Bongo et de ses alliés néocolonialistes. D'accord. Alors on a la chance d'avoir en direct sur Canada International un journaliste du côté du Gabon. Il s'agit de Désiré Enamé. Il est le directeur de publication d'Écho du Nord. Il va certainement intervenir si Colin Souanchouan est OK de l'autre côté pour la situation actuelle du côté du Gabon. C'est Désiré Enamé. On l'écoute. Alors, le temps pour nous d'accueillir le président Célestin Djamel de APAR. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canada International. Pardon pour le retard. C'est on est à Douala, les embouteillages sont récurrents. Et merci en tout cas pour l'invitation. APAR, analyse de cette situation au Gabon, sous quel prisme? Je crois que c'est quand même une libération graduelle, n'est-ce pas, du continent noir. Je crois que l'Afrique qui se libère de la France-Afrique, c'est une bonne chose. Bon, maintenant, dans le cas du Gabon, il ne faut quand même pas comparer avec les pays du Sahel, parce qu'il s'agit d'un coup d'État électoral qui était préparé par le président sortant, et les militaires ont dit non à ce drame qui pouvait accabler une fois de plus le Gabon. Je veux dire, un coup d'État militaire contre un président démocratiquement élu, n'est-ce pas, dont l'auteur lui-même se préparait à perpétrer un coup d'État électoral, est une rectification militaire. Ce n'est plus un coup d'État militaire. Parce que dans le cas d'espèce au Gabon, il se trouve que M. Bongo, qui a été battu à plate couture par M. Ondo Ossa, s'apprêtait à inverser totalement les résultats. Les militaires, d'ailleurs, dans leur discours d'ouverture ce matin, ont très bien dit que les résultats tronquaient. Ça veut dire que c'est bien la cause de ce soi-disant coup d'État. En fait, les militaires ne voulaient pas vivre un troisième viol de l'élection au Gabon. Je rappelle qu'en 2009, M. Baobam avait largement battu M. Bongo. En 2016, on sait ce qui s'est passé, il y a eu inversion des résultats entre Jean Ping et M. Bongo qui a perdu.
Et maintenant, M. Bongo s'apprêtait encore à perpétrer un troisième viol de la Constitution, un viol électoral, dont les militaires sont intervenus. C'est un coup d'État, entre guillemets, on peut le dire, mais il ne faut pas mélanger les pédales. Parce que on dit que c'est une litanie de coups d'État en Afrique. Je dis non, si M. Ali Bongo était resté démocrate, il aurait accepté sa défaite, je ne pense pas que les militaires seraient intervenus. Dans le cas du Mali, le président était déjà élu, M. Ibeka, depuis des années, il lui restait, je crois, 2 ans de mandat, ou 3 ans de mandat. Le peuple a décidé qu'on ne peut pas vous donner un mandat pour servir un peuple, et que vous servez la France. Dans le cas du Burkina, M. Damiba continue à servir M. Ouattara, dont un vice-consul de la France, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Dans le cas de la Guinée-Conakry, on sait bien que les liens qu'il y avait entre M. Bolloré et M. Alpha Condé. Dans le cas du Niger, on sait bien que M. Bazoum était lui-même prompt à critiquer sa propre armée en faveur de terroristes. Donc dans tous ces cas, l'Afrique se libère de la France-Afrique. C'est une bonne nouvelle. C'est un bon coup d'État. Maintenant, il faut savoir que dans le cas spécifique du Gabon, il y a un président vainqueur, avec des PV, bien entendu. Et donc, dans ce cas-là, les militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir au Gabon doivent s'apprêter à transmettre légalement le pouvoir d'Aélondi, d'ailleurs, à M. Ondo Ossa. Donc, voilà la question du Gabon aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir que la France n'a plus de pouvoir en Afrique. Bien sûr, il reste le franc CFA, qui est cette monnaie coloniale qui doit par tous les moyens disparaître. La France n'a plus son mot à dire dans son précaré originel qui a complètement disparu aujourd'hui. Je m'en réjouis en tant que panafricaniste, parce que j'estime que depuis 152 ans, l'Afrique est sur le joug de la France. Elle ne fait que reculer, et la France, par contre, elle est aujourd'hui 8e puissance mondiale grâce à ce comptoir africain. D'accord. Donc aujourd'hui, si l'Afrique est totalement débarrassée de la France redescend à son vrai niveau, c'est-à-dire au moins la 50e place mondiale. Et l'Afrique, bien entendu, si on essaie d'améliorer la gouvernance, bien entendu, on va évoluer, naturellement. Et avec ces situations-là, on annonçait, le matin, il y avait une rumeur qui circulait sur le fait qu'Ali Bongo Ondimba se serait réfugié au Maroc. Après, les militaires ont fait une précision, il est en résidence surveillée. Et quelques minutes après, on a vu une vidéo du président sortant où il demandait aux populations, à la communauté internationale, aux organisations régionales, de faire un maximum de bruit pour dénoncer la situation qu'il vit actuellement, parce qu'il n'avait aucune idée de où se trouve sa famille. Il est en résidence surveillée. Je pense qu'aujourd'hui, Ali Bongo et ses éléments sont en résidence surveillée. Il est difficile aujourd'hui qu'ils puissent s'échapper pour aller en exil, compte tenu, n'est-ce pas, du contexte et des réalités sur le terrain. Je pense que la junte ou alors les nouvelles autorités militaires aujourd'hui du côté du Gabon l'ont fait savoir en disant que Ali Bongo est en résidence surveillée avec son fils, bref, avec les éléments qui l'aidaient, n'est-ce pas, ici à maintenir ce système qui est aujourd'hui combattu sur le plan international. Mais son appel à faire un maximum de bruit pour quelqu'un qui a coupé Internet à peine les élections terminées. Internet restaurait à 7h du matin et il se retrouve en train de lancer un appel à l'aide. C'est compréhensible. Je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau parce qu'on voit qu'aujourd'hui, du point de vue des rapports de force sur le terrain, les ingrédients sont réunis pour basculer ce système de la France-Afrique-là, comme le disait le président Djamène, qui est totalement vomi aujourd'hui. Il va lancer les appels. Quel pays va l'aider? On sait peut-être que les organisations d'intégration sous-régionale africaines, l'Union africaine et même la CEDEAO et la CEMAC et la CEAC feront peut-être une sortie demain après-demain pour dire qu'ils condamnent l'Union africaine a déjà fait le coup d'État. C'est un principe et cela n'étonne pas compte tenu, n'est-ce pas, ici de la tradition fonctionnaliste de ces organisations d'intégration sous-régionale. Donc, quels que soient les efforts que Ali Bongo pourra faire aujourd'hui, ces efforts-là seront confrontés à cet éveil panafricaniste qui a déjà pris la conscience des peuples aujourd'hui. Et je pense donc qu'il est important de ne pas dissocier ce qui se passe au Gabon et de ce qui se passe dans le G5 Sahel, comme le disait le président Célestin Djamène tout à l'heure. Il ne faut pas les dissocier. C'est un même phénomène, c'est un même problème qui est en train de se jouer. Parce qu'au-delà de ces simulacres électoraux que nous sommes en train de voir aujourd'hui au Gabon, il s'agit d'un système qui est combattu. Il s'agit d'un système qui est combattu et dont les élections constituent tout simplement un élément. On voit bel et bien qu'au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry et même aujourd'hui au Niger, partout
dans ces pays-là, les élections venaient d'être organisées à la démocratie occidentale. Mais cela n'a pas empêché que, irrésistiblement, après donc l'élection de ces présidents-là, que le peuple sortasse pour demander le départ de ces présidents-là. C'est un donné à voir qui montre qu'en réalité, le système néocolonial que les pays occidentaux ont imposé aux pays africains aujourd'hui était des systèmes qui ne reflétaient pas la légitimité de la population. Il n'y avait aucun hiatus, aucune corrélation entre ces dirigeants qui étaient élus et les desiderata du peuple. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a un éveil panafricaniste qui est en train de pénétrer la conscience des populations, mais aussi et surtout des acteurs politiques, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le système de la France-Afrique qui perdurait ou qui avait perduré à l'époque en faveur d'un certain nombre d'éléments et du contexte qui était en faveur de cela, se heurte aujourd'hui à des avancées qui font en sorte que cela ne peut plus passer. Il y a, n'est-ce pas, l'évolution sociale qu'il faut mettre en exergue pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Les peuples ne sont plus dans l'obscurité. Les peuples sont aujourd'hui alphabétisés, instruits, éduqués, ouverts, n'est-ce pas, à la mondialisation à travers l'Internet et les nouveaux outils de la communication et de l'information. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les présidents qui sont arrivés à la tête des pays africains en faveur de ce système-là auront deux choses à faire cette fois-ci. Soit se retourner et travailler en faveur de la population, porter les desiderata des peuples et par conséquent faire des réformes fondamentales au sein de ces systèmes-là et se maintenir au pouvoir, soit continuer à travailler pour la galaxie occidentale et se voir boosté par le peuple. Donc aujourd'hui, il faut prendre en considération cette réalité-là, mais aussi et surtout cette défractation des pôles de centralité sur la scène internationale qui faisait en sorte que ces dictateurs-là qui fraudaient les élections et qui se maintenaient parce qu'au niveau international, il y avait un maître qui était fort. Aujourd'hui, ce maître-là se trouve en rapport de force défavorable qui fait en sorte qu'ils n'auront plus de parapluie sur la scène internationale pour les protéger. C'est un vent nouveau qui souffle sur le continent africain et comme certaines personnes le disent depuis ce matin, le Gabon parle au Cameroun. Peut-être il est temps de tirer les leçons de tout ce qui se passe là pour laisser un peuple plus serein et confiant vers l'avenir. Écoutez, le Gabon est d'abord un pays frère et ami. Vous avez l'une des tribus là-bas, les Fang, qu'on retrouve également au Cameroun. Alors, le Gabon nous parle justement parce que le processus électoral ou bien l'organisation des élections régulières permanentes, c'est le cas partout dans tous les pays dits démocratiquement modernes. Et on se rend compte que d'ici 2025, le Cameroun va organiser pratiquement, je crois, 4 élections, les élections législatives, régionales, sénatoriales et l'élection présidentielle. Mais bien entendu, nous parle également parce que lorsque vous voyez aujourd'hui la famille Bongo diriger le Gabon depuis près de 55 ans, il y a un problème qui se pose. C'est donc pour dire que la longévité au pouvoir devient exactement et également un problème parce que le verrouillage démocratique, l'option de la recherche, par exemple, aujourd'hui, on voit une fièvre constitutionnelle dans les États qui consiste justement à lever le verrou de la durée du mandat présidentiel. Tous ces mécanismes subtils, vicieux, sont, à mon sens, à l'origine des actes qui peuvent pousser l'armée à restaurer la démocratie, à amener l'armée, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que vous savez, le coup d'État est un peu comme le visage de Jean Defers, c'est-à-dire il y a un côté triste et un côté de joie. C'est aussi un peu comme la lance de Téléphone, c'est-à-dire que elle vous blesse et elle vous guérit en même temps. Et c'est ça aujourd'hui que l'on observe. Et si vous avez vu, je vous ai cité Nicolas Machiavel en début de cette émission. Il dit que le meilleur système pour lui de conservation, parce que vous savez, lui il a toujours fait primer la violence, le mal sur le bien. Il estime que c'est le meilleur moyen justement aujourd'hui d'acquérir et de conserver le pouvoir. Et vous voyez aujourd'hui que les États africains, c'est consigné dans nos différentes constitutions, nous sommes des républiques démocratiques. Mais on ne peut pas penser que à un moment donné, il faut toujours réfléchir dans l'optique justement de mettre un fils. Nous ne sommes pas dans les royaumes de fils à papa, nous sommes dans des démocraties, des républiques où à un moment donné, justement, lorsque vous avez fait le temps requis, il faut y aller. Parce que vous voyez également que ce qui arrive aujourd'hui au niveau de la famille Bongo,
c'est ce sentiment justement que le Gabon le peuple gabonais a eu justement d'une soif d'alternance, je le disais tout à l'heure, pas forcément de transition politique, mais d'alternance à la tête justement de la magistrature de l'État où on ne va pas de tout temps céder le pouvoir au fils. Et surtout qu'au Gabon, ça se préparait aussi, il faut le dire. Alors donc, pour dire quoi? Pour dire en effet, Madame Piéjou, que les élections aujourd'hui en Afrique doivent jouer 3 missions. La première mission, c'est le choix des dirigeants. C'est-à-dire que le peuple choisit les dirigeants. Et la deuxième mission d'une élection, c'est que l'élection permet d'assurer la pacification des rapports entre le peuple et ses dirigeants. Et enfin, la dernière mission d'une élection, qui n'est non la moindre, c'est que l'élection est un moyen également de sanctionner les dirigeants lorsque, par exemple, ceux-ci ont fait des promesses qu'ils ne respectent jamais. Et ça fait de sorte que par là, justement, le peuple peut décider donc de sonner le glas et de tirer la révérence par rapport à tous ceux qui sont en place. Et votre argumentaire me permet de demander, est-ce que le Cameroun, la Guinée équatoriale, ces 2 pays doivent avoir peur, un peu comme Thibaut Onagui l'a précisé sur son compte Twitter, en insistant sur le regard de ces 2 pays-là? Moi, je n'ai pas peur, les Camerounais n'ont pas peur. Ces pays, vous parlez des exécutifs, des régimes de ces pays, mais les Camerounais n'ont pas peur. Les Camerounais sont ravis que la situation évolue autour d'eux. Donc ce n'est pas... On aime parler des choses des autres, hein, mais pour nous... Oui, non, les Camerounais n'ont pas peur. Ils se préparent depuis des années à ce qu'il y ait l'alternance chez nous. Et on va continuer à travailler pour qu'il y ait l'alternance. J'ai sorti d'une réunion de l'ECAM tout à l'heure, où, avec insistance, j'ai demandé au responsable de l'ECAM qui se pose la question lancinante. Pourquoi est-ce que les Camerounais ne croient pas aux élections dans notre pays? Que c'est une question fondamentale à laquelle donner une réponse pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations assez délicates. Je crois que, on le dit depuis quelques mois, les choses qui arrivent aux autres vont arriver chez nous. On ne souhaite pas. On a des élections en 2025 et on souhaite vraiment aller Alors vous ne aux souhaitez urnes. pas quoi? Que la situation change dans notre pays? Non, qu'il y ait un changement, mais pas de cette manière, puisque aujourd'hui c'est que le vent qui souffle au Niger, au Gabon, puisse arriver également. Le peuple souverain choisit le moyen d'exercer sa souveraineté. Si à travers des élections non conformes à l'équité, ce n'est pas le cas, il prendra les dispositions indispensables pour assurer sa souveraineté qu'il avait déléguée à un exécutif. Les populations africaines sont arrivées au bout d'un processus historique qui va nous mener tout droit vers une autre phase de l'histoire de notre continent. Libérés, réunis, c'est le concept du panafricanisme, que plus nous serons libérés, unis, plus nos aspirations, nos objectifs seront atteints dans le futur. Donc il est indispensable, je le dis avec force, que ceux qui nous dirigent dans ce pays béni de Oumniobé, de Wandé et de Moumié prennent la mesure de ce qui arrive en Afrique. D'accord. Il est important, je pense, que le chef de l'État, qui dirige pour le moment notre pays, prenne la mesure de ce qui se passe. Nous avons apprécié le fait qu'il a envoyé Sinédié, le propagandiste de l'homosexualité, qu'il ait pris la route de Saint-Pétersbourg Pour la Russie. Et qu'il ait été représenté au sommet de l'ancien BRICS. C'est Ce sont des signaux assez positifs. C'est de bons signaux. Il faudrait que son entourage prenne la mesure de cette démarche-là. Parce que la plupart d'entre eux risquent de se retrouver au bord de la route ou sur le quai. D'accord. Parce que pour la plupart francophiles et conscients ou déterminés à continuer à compter avec la douce France
comme il aime l'appeler. D'accord. Et autre réaction, donc justement, après ce coup d'État au Gabon, on a eu la France et l'Union africaine qui condamnent ce coup d'État. La Chine appelle à garantir la sécurité de l'État. La Russie fait part de la profonde préoccupation. Et pour l'instant, la réaction de Albert Ondo Ossa reste toujours attendue. Célestin. Oui, je crois que... Il y a toujours des réactions des partenaires étrangers. Oui, c'est normal. Le choix de ces pays, c'est OK avec vous? Sur le plan diplomatique, bon, c'est une réaction de convenance. L'Union africaine, d'ailleurs financée très largement par l'Union européenne, fait ça depuis très longtemps. Mais elle n'a pas les moyens de sa politique, tout le monde le sait. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que la plus grande victime, c'est Ondo Ossa. Parce qu'en vérité, M. Bongo sait qu'il a perdu. Il n'a rien à perdre. De toute façon, il a tenté son 3e coup de viol, ça n'a pas marché cette fois-ci. Mais le plus gros perdant, c'est effectivement le candidat de l'opposition, M. Ondo Ossa. Alternance 2023. Et par ailleurs, je dois dire que, comme l'a rappelé le président Dissé Kane, le peuple est le vrai détenteur du pouvoir. Le peuple est le détenteur ultime du pouvoir. C'est-à-dire qu'il est en droit d'écourter un mandat s'il estime que la manière de gérer le pays, notamment dans les pays qu'on a cités, c'est-à-dire la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina et le Niger, que ces pays-là, ces dirigeants qui ont reçu un mandat du peuple, s'apprêtent à servir l'ancienne tutelle d'hier. Donc le peuple décide. Et d'ailleurs, il y a un lien commun entre toutes ces révolutions, entre guillemets, c'est l'alliance populaire. À chaque fois, le peuple adhère aux autorités de transition, appelées abusivement la junte au pouvoir, par les Français. Je me réjouis profondément qu'aujourd'hui, que la France commence à comprendre que les yeux sont ouverts désormais et que l'Afrique prenne son destin en main. Le Cameroun, M. Biya, c'est un peu pour moi la version modérée du panafricanisme uniobiste. Mais il est très efficace. Non. Parce que, regardez un peu, en 2009, M. Fillon, Premier ministre de Sarkozy, vient au Cameroun, à Yaoundé, en février 2009, pour relancer les accords de coopération, les fameux accords de coopération. M. Biya dit zéro. Il est reparti, les mains vides. En 2018, il met fin totalement aux accords militaires. Et en 2022, l'année dernière, il signe les accords militaires avec la Russie. Alors que l'OTAN et l'Ukraine et la Russie sont en pleine guerre. Ça veut donc dire que le panafricanisme réel, ce n'est pas forcément la vocifération, ce n'est pas les aboiements. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun est un cas unique. Ce coup d'État-là, qu'on a vu dans les 4 pays du Sahel, plus aujourd'hui le Gabon, ne peut pas arriver au Cameroun. Pour une raison simple, M. Biya n'est pas le suppôt de la France. Il a démontré à plusieurs niveaux. Mais ça n'excuse pas que le gouvernement a des comptes à rendre au peuple camerounais. Parce que sur plusieurs décennies, on a tant espéré sans beaucoup recevoir. Mais sur la question du coup d'État, parce que la raison principale, c'est l'Alliance populaire. Ils ont des drapeaux parfois russes. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le peuple est anti-français. Pour une raison simple. Ils ont le sentiment que ces gens qui ont plutôt reçu le mandat du peuple ne font pas le boulot. Depuis que la France est là en Afrique noire, francophone, depuis qu'elle est installée, je rappelle que dans le cas du Gabon, il y a quand même 4 bases militaires, avec 400 militaires. Aujourd'hui, ils ont commencé à éponger le nombre, l'effectif militaire au Gabon, avec effectivement la prise du pouvoir par les militaires. Ils vont partir, et ne soyez pas surprise que ces militaires de transition au Gabon fassent alliance avec la Russie, comme c'est maintenant devenu une mode. Alors, je voulais terminer en disant ceci. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, la raison principale qui nous permet de débattre sur cette question, c'est vraiment que la France a eu sa place à l'ONU, au Conseil de sécurité permanent, grâce à ses comptoirs africains. Et qu'aujourd'hui, l'Afrique mérite plus que jamais, je dis bien plus que jamais, être au menu. D'avoir sa place au Conseil de sécurité. Oui, je dis au menu du repas des pays européens. Oui. Parce qu'en vérité, les vainqueurs de la guerre, à laquelle ont participé la Seconde Guerre mondiale, je précise, à laquelle ont participé de nombreux Africains noirs qui ont perdu des milliers de vies, n'ont jamais, pour la France, qui la méprisait, qui la maltraitait, c'est aujourd'hui terminé. Aujourd'hui, dans le Conseil de sécurité permanent de l'ONU, il n'y a pas de pays arabes, pas de pays latino-américains, pas de pays noirs, pas de pays africains. Ça doit cesser. Et il faut qu'aujourd'hui, avec ce qui arrive à ces suppôts de la France,
en Afrique, un peu partout, que les autorités internationales comprennent que l'Afrique doit intégrer maintenant, et pas demain, une place au Conseil permanent de sécurité. D'accord, juste en une seconde. Je ne peux pas laisser dire aussi. Non, je sais que tu as UPC, Chacun mais assume. C'est pas une raison. Oui, allez-y. Le panafricanisme modéré de Oumyobé, moi je pense que l'hirondelle ne fait pas le printemps. Il faut un peu plus que... Ça s'appelle une hirondelle, le président Bissey. C'est quand même depuis certaines années que le président Biya pose des actes qui défient l'autorité coloniale française. Les faits sont là, et tout le monde peut les vérifier. Non, mais M. Niamey, je crois qu'il faut un peu plus que ça. Pour qu'on se mette dans le sillage de Oumyobé et de Wadi. Il faut un peu plus que ça. Il faut un peu plus que des éléments de contestation. C'est bien compris. Je dis sporadiques. Merci pour la précision. C'est bien compris. On va essayer de repartir au Gabon pour retrouver Désiré Enamé. Colin Souon-Chouan nous le précise d'ailleurs que c'est bon, le directeur de publication des Échos du Nord. On l'écoute. Ok. Je dirais que la Libreville est calme depuis le matin. Les militaires ont occupé toutes les artères de la ville, les principales artères, ont bouclé l'entrée de certains quartiers afin que les gens circulent très peu. Les populations, en ce qui les concerne, sont en liesse et font des éloges aux militaires de part et d'autre de la cité. Nous avons sillonné un peu dans la ville d'Akanda, dans la ville de Libreville, dans certains quartiers de Libreville. Nous ne sommes pas allés au-delà, c'est-à-dire vers les banlieues, mais des écoles qui ne sont pas venues des banlieues, l'ambiance est la même, jusque dans les provinces où aujourd'hui l'armée est portée dans le cœur de tout le monde et apparaît un peu comme les sauveurs de la République, on va dire. Pour ce qui est de la réaction de l'opposition, notamment du candidat de l'opposition, il n'y en a pas encore eu. Nous avons tenté de glaner quelques informations de ce côté-là. Ils se prononceront certainement, mais pour le moment, ils n'ont encore rien dit. Du côté de la France, puisque vous semblez me poser la question, je n'ai pas moi suivi la réaction une réaction officielle de la France jusque là. Quelqu'un me disait qu'il y avait eu une réaction, mais bon, moi je préfère me garder d'interpréter quoi que ce soit de ce côté-là. Je crois que ce qui importe et ce qui est là est la situation que nous traversons, que nous observons, et nous attendons de voir quelle sera l'issue des annonces faites par les militaires, à savoir une période transitoire, combien ça va durer, avec qui à la tête. Il semble que les choix sont portés sur le commandant en chef de la garde républicaine. On verra bien si ces choix se confirment. Pour l'heure et pour ce jour, c'est un peu ce qui ressort de la situation globale du pays. Merci beaucoup Désiré Enamé. Vous êtes également de l'UPF, directeur de publication de Échos du Nord en direct du Gabon. Merci à Colin Souon-Chouan pour cette liaison. Alors finalement, la suite c'est quoi? Parce que ce sera le dernier tour de table. Les enjeux possibles. La suite, c'est que nous sommes en train de nous orienter vers un processus de transition bien dessiné du côté du Gabon. Les nouvelles autorités vont orienter le calendrier qui consistera bel et bien à travailler pour un retour à l'ordre constitutionnel. Donc, dans les jours à venir, on risque de vivre, n'est-ce pas, la sortie de ces autorités militaires, faire des sorties pour indiquer le chronogramme électoral, par exemple de 5 ou 6 mois, comme on l'a vu faire du côté du Niger, du Mali, etc. Mais et aussi travailler pour que ce système de la France-Afrique, là, c'est vrai qu'on n'a pas encore cerné la ligne éditorialiste ou la ligne idéologique, devrais-je dire, de ces nouvelles autorités-là.
mais du moins ce qu'on puisse dire, si on s'en tient, si on prend le fait que ce sont, n'est-ce pas, ici des leaders panafricanistes, ce qui est sûr, dans les jours à venir, ils vont poser des actions tellement radicales, telles que le retrait des bases militaires, par exemple françaises au Gabon, telles que la rupture diplomatique avec certaines puissances de la France-Afrique, mais aussi et surtout l'organisation des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. Je vais chuter en disant que, si ce processus de libération a fait sa pénétration dans la sous-région Afrique centrale, cela ne veut pas dire que ça va emporter tous les États de l'Afrique centrale. Parce que le niveau d'ancrage du système de la France-Afrique n'est pas le même dans ces différents pays. D'accord, c'est bien compris. On voit bel et bien que le Centrafrique est déjà à l'abri. On voit que la Guinée équatoriale est toujours en bataille contre ces puissances occidentales. On voit que le Cameroun a, n'est-ce pas, ici, anticipé sur un certain nombre de choses. Donc, il reste peut-être le Congo-Brazzaville qui reste encore fondamentalement une entité instrumentaliste de cette France-Afrique qui pourra être, n'est-ce pas, ici, la prochaine cible. Vous attendez? Non, il est important que très rapidement, les militaires qui ont pris le pouvoir disent ce qu'ils vont faire de M. Ondo Ossa, qui a gagné les élections. C'est ça. Et nous attendons également de M. Ondo Ossa qui clarifie sa position par rapport à ce qui se passe. Parce que jusqu'à présent, il n'a encore rien dit. Par rapport à ce qui se passe. Peut-être est-il en train de négocier avec les militaires, mais le peuple qui a déclenché par sa mobilisation contre les fraudes électorales cette prise de pouvoir a le droit de savoir quelle est sa position. Quelle est la position de son candidat. Et il est important que les choses se clarifient, qu'on n'est pas là une pièce de théâtre et un marché de dupes entre les vrais vainqueurs et les faux vainqueurs. D'accord, merci. Alors, Dr Luzon Issomba, la suite de l'espoir? Moi, je voudrais dire de manière générale que nous tendons de plus en plus vers la militarisation des régimes politiques en Afrique. Parce que, tel que nous sommes en train de voir, regardez comment la population a porté en liesse l'armée. Et tout à l'heure, j'ai omis, peut-être dans le dernier commentaire que je faisais, pour indiquer que l'armée camerounaise reste encore marquée par le fidélisme et le royalisme, peut-être aussi l'embourgeoisement. C'est ce qui peut estimer que la probabilité du coup d'État reste mince, même si cela n'est pas inscrit. Il y a eu mouvement tout à l'heure aux 17h au niveau du ministère de la Défense, donc rassurez-vous, les choses sont bien structurées. Bien entendu. Voilà. Allez-y, je ne vous ai pas coupé. Donc, j'indiquais pour conclure qu'en réalité, l'armée doit, après un certain temps, justement en guise de légitimation de l'acte qu'elle a posé, doit restituer le pouvoir aux civils. Et si cela n'est pas fait, vous allez vous rendre compte que par rapport à ce que je venais de souligner avec force et vigueur, nous aurons de plus en plus en Afrique la militarisation de nos régimes politiques. Et vous verrez que les populations ou le peuple fera de plus en plus confiance aux jeunes militaires qu'au gouvernement civil. D'accord. Célestin Jamène, les échéances arrivent. Elections Cameroun est sur le terrain. Les acteurs étaient en concertation aujourd'hui. L'avenir, c'est certain ou incertain avec tout ce qui se passe autour de nous? Pour terminer. Le Cameroun n'a pas de problème militaire, à ma connaissance. C'est vrai qu'on s'émeut de la comparaison entre le voisin gabonais et le Cameroun, ce qui est normal parce qu'on est voisins. Mais dans le fond, je veux dire que le Cameroun a beaucoup anticipé sur ses relations d'allégeance avec la France. Le vassalisme français ou francophone n'a pas eu de couloir au Cameroun. Et ça, effectivement, il faut saluer ce côté positif du gouvernement. Sur le plan économique, c'est un drame absolu, tout le monde l'a vu, les routes, les hôpitaux, etc. Mais sur le plan des relations internationales, il faut donner un coup de chef, un coup de chapeau à l'État du Cameroun, qui a su manipuler, et j'appuie sur le mot, tous ces États-là. Alors quand j'entends le président Nissé dire que M. Ondo Ossa doit parler, mais je crois que le peuple a parlé pour lui. Le même peuple qui est en liesse ce matin et hier, c'est ce peuple-là qui a renvoyé dans les cordes le système Ali Bongo. Donc, pas besoin de sa position. M. Ondo Ossa, quelle position voulez-vous qu'il ait? Je dis, il a gagné. Donc maintenant, j'espère que les militaires, les autorités de transition seront suffisamment sages pour remettre ce pouvoir, parce que c'est lui la grosse victime. Ce pouvoir à Ondo Ossa et rien d'autre. Alors, on peut toujours épiloguer sur le cas du Cameroun. Je veux bien, c'est légitime. Mais encore une fois, je crois que cette
relation incestueuse qu'il y a eu entre 17 pays d'Afrique noire, francophone, et la France doit cesser. Et maintenant, moi, je regarde plutôt les multinationales françaises. Est-ce qu'on va continuer à leur accorder la part du lion, comme on le fait depuis, par exemple, 5 ans, 8 ans? Il faut qu'on arrête avec ça. Le Cameroun, des ingénieurs. Nous avons de la ressource humaine. Alors maintenant qu'on rompt, à juste titre, avec la France, il faut maintenant mettre en branle notre diaspora, le cas échéant, mais former de l'intérieur les Camerounais pour prendre la relève, pour créer des sociétés d'extraction de pétrole, de diamants, et même dans le viseur de la France, après la France, il faut bien sûr s'attaquer aussi au contrat amphithéotique entre la Chine, la Corée du Sud et le Cameroun. C'est pas normal qu'on donne des mines de diamants dans l'est du pays à des Chinois, à des Sud-Coréens, c'est pas normal. C'est un peu le combat. Moi, je me réjouis que mon pays ne soit pas une base militaire française, comme l'était le Gabon ou la Centrafrique. Donc maintenant, il faut transformer l'essai de tout ce qui se passe dans les pays sahéliens, et en particulier au Niger, avec l'uranium, que le Cameroun sache qu'elle est bondée de ressources, et que maintenant, il faut donner aux Camerounais la possibilité de créer des sociétés technologiques capables d'extraire notre richesse de ce sol. C'est bien compris. Il y a quelqu'un... Juste 2 secondes. Oui. Vous savez, la jurisprudence des coups d'État nous rappelle qu'aucun chef d'État qui a été déchu n'est revenu au pouvoir. Exact. D'accord. L'option là, les gens restent pas. Exact. Alors, il y a quelqu'un qui demandait en une seconde, 40 ans, 55 ans, c'est trop, donc il faut qu'on suive le chemin. Continuer le chemin. Le chemin, puisqu'au Gabon, on a 55 ans, au Cameroun, ça fait 40 ans de règne. Oui. Est-ce qu'il n'est pas temps de suivre également? Pas qu'il n'est pas temps, il est temps depuis longtemps. On est vers l'alternance et l'alternative. Tant mieux aujourd'hui si d'autres nous indiquent qu'il faut accélérer. D'accord. Il faut accélérer le processus. Je voudrais dire, s'il te plaît, dire un petit mot. En 66, De Gaulle à l'Élysée, on a les vidéos dessus, donne le pouvoir à M. Bongo, vice-président. Léon Mba dit qu'il a 2 pays, la France et son pays. Donc c'est cet esprit d'esclave qu'il faut effacer complètement. Toujours est-il qu'on va suivre cette actualité, ce qui va se passer. Peut-être ça va nous imposer. Le coup d'État consommé, hein, c'est clair. Consommé, on attend la suite. Ça va peut-être nous imposer à revenir ici pour analyser d'autres versions ou d'autres développements de l'actualité au Gabon. Messieurs, je vais vous dire merci d'être venus. Je vous retrouve demain avec d'autres invités et d'autres thématiques. Bonsoir.